À lui tout seul, il incarne l'incorruptibilité, l'impartialité, la détermination, la justice avec un J majuscule. Médiatique magistrat du parquet, il s'est illustré dans de nombreuses affaires sulfureuses qu'il a eu à gérer, telles que par exemple la fameuse affaire OM Valenciennes. Sa parole libre en bandoulière et sa forte éthique du droit pour viatique, il part en croisade, affaire après affaire, année après année, pour défendre sa vision d'une justice irréprochable et indépendante. Alors lui qui prône le devoir de déplaire, ne serait-il donc que ce magistrat d'apparence austère, intransigeant, ce redresseur de tort craint par tous? Moi, je vous fais le pari que nous allons découvrir derrière la robe noire un homme d'une grande sensibilité, à la fois profonde et qui sans doute ne manque pas d'humour. Éric de Montgolfier, bonjour. Bonjour madame. J'ai parlé, appelez-moi Emmanuel, j'ai parlé dans mon introduction de croisade. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission en tant que procureur de la République? Non, j'exerce une profession qui est particulière, celle qui contribue à rendre la justice. Bon, la justice étant un idéal, je ne crois pas que ce soit un métier comme n'importe lequel. Croisade, non, je vais laisser ce mot à quelques-uns qui l'utilisent assez mal en ce moment. Mais pour ce qui me concerne, je ne me sens pas investi d'une mission particulière. Je vois que le choix que l'on fait un jour d'une profession, quelle qu'elle soit, et celui-ci, je l'ai fait seul, dans une totale indépendance, sans contrainte particulière, eh bien, quand vous faites ce choix, vous devez nécessairement en être digne. Ça impose quelques contraintes, mais rien qui vous autorise à penser que vous avez nécessairement raison. Vous parliez d'idéal de la justice, c'est-à-dire qu'il faut être idéaliste pour faire le métier que vous faites? Il faut être idéaliste pour vivre en collectivité de toute façon. L'idéal, c'est déjà s'oublier un peu au profit des autres. La justice, c'est un idéal collectif, c'est celui que j'ai toujours eu envie de servir. Donc, idéaliste, oui, forcément, mais j'ai l'impression que n'importe qui doit l'être. Vous, dans votre métier, est-ce que vous n'êtes pas idéaliste? Totalement. Alors? Voilà. Quelle définition donneriez-vous de votre métier de procureur de la République? Mais je veux vraiment votre définition, avec votre regard et votre expérience aussi. Qu'est-ce que vous avez compris de ce métier-là, aujourd'hui? Que le procureur de la République n'est pas ce sauvage prêt à couper les têtes que l'on imagine si souvent ou que l'on décrit si souvent, Marcel Aimé dans La tête des autres, par exemple. Le modèle existe encore, hein, je vous rassure, mais je crois surtout que le procureur de la République, c'est le garant des libertés fondamentales. Et quand le débat politique est un peu houleux, ce qui est notre cas en ce moment, quand il est fortement sécuritaire, donc la tendance est au piétinement des hommes, alors je me sens plus que jamais garant des libertés fondamentales et un rempart contre les tentatives d'empiètement répétées que connaît l'homme dans son humanité. Dans procureur de la République, on a toujours tendance à retenir procureur plutôt que République, alors que République, c'est quand même la res publica, la chose publique. Qu'est-ce que vous mettez sous ce mot-là, République? Je mets tout ce que vous venez de dire, la res publica, oui, parce que la République, contrairement encore à ce que beaucoup pensent, ça n'est pas une forme de gouvernement. Dans l'appellation qui est la mienne, dans le titre qui est le mien, et procurare, vous avez suffisamment fait de latin, puisque vous me définissez res publica, procurare, celui qui prend soin. Voilà. Eh bien, le procureur de la République, c'est d'abord, surtout, fondamentalement, celui qui prend soin des intérêts de la collectivité. Et c'est un rôle finalement assez politique aussi. Parce qu'on vit dans la ville. Et que dès lors que vous avez une action, vous faites de la politique. Quand on dit que les magistrats ne fassent pas de politique, bon, ceux qui disent ça sont les premiers à souhaiter qu'ils en fassent, mais la leur en général. Et je crois que la politique, au sens le plus beau, oui, j'en fais. C'est-à-dire que je contribue, j'espère en tous les cas, par mon action à l'épanouissement de mes contemporains. Pourquoi procureur de la République? Vous nous avez dit il y a quelques secondes que vous aviez fait ce choix seul, sans contrainte, c'est vraiment un vrai choix. Pourquoi procureur de la République plutôt que juge ou avocat? Et toutes les fonctions m'ont tenté dans la justice. L'idéal, c'était la justice, c'était pas d'être procureur de la République. Puis vous rencontrez
des gens, il y a des événements, des dossiers. Juge ou avocat, ça aurait pu être ça aussi alors? Bah, vous savez, je suis l'avocat de la République. Bah oui. Le procureur, c'est l'avocat de la République, ou avocat des personnes privées. J'aime mieux l'aspect République. C'est la collectivité qu'on défend. Et puis, je le dis quand on me pose la question en général, pourquoi pas avocat? Peut-être que le rapport que j'ai avec l'argent n'est pas si certain que je puisse l'affronter au quotidien. Défendre quelqu'un et lui demander de l'argent pour le faire, je pense que ça m'aurait gêné. Je pense que je n'aurais pas su faire. Pourquoi? Vous avez quel rapport avec l'argent alors? Bon, je suis une famille qui en avait, qui ne dépensait pas toujours aussi bien que ce que je croyais nécessaire. L'argent est une chose nécessaire, mais de là à l'aimer, peut-être pas. Et juge, vous n'avez pas répondu sur juge? Ah, il faut peut-être des qualités à la fonction de juge que je ne me reconnais pas toutes. J'ai été auditeur de justice, c'est-à-dire la partie formation du magistrat, et j'ai siégé, donc je sais ce que c'est, j'ai rédigé des jugements. Il y a un aspect un peu passif dans la fonction. Mes collègues n'aimeront peut-être pas tous ce que je dis, mais là, il y a des fonctions actives et des fonctions passives. Le juge a une fonction passive. Il doit être saisi pour intervenir, pas le procureur. Je suis au quotidien en train de faire des choix, d'intervenir, je peux rencontrer des gens. Le juge, lui, doit faire attention. Qui rencontrais-je? Avec qui dînais-je? Est-ce que je peux le faire? Moi, je sais de toute façon que ma fonction attire parfois, comme la lumière, les papillons. Ils viennent vers moi pour l'intérêt que ça peut représenter aussi. Bon, mais ça m'est égal. Je suis libre parce que je ne suis pas juge. Le procureur a un espace de liberté infiniment plus grand que le juge. Et on a bien compris que la liberté, c'était un des mots que vous chérissiez particulièrement. Oui, au même titre que l'égalité et la fraternité. Alors, votre père disait que c'était un métier de con quand même que vous aviez choisi. Oui, il ajoutait, sois plutôt médecin, tu gagneras de l'argent. Vous voyez bien, je ne pouvais pas devenir avocat. Vous aviez un côté rebelle quand vous étiez étudiant ou même plus jeune, adolescent ou... Non, j'étais d'un classicisme affirmé. Oui, j'étais jusqu'à ce que je parte en Algérie faire mon service en coopération. J'étais, oui, épouvantablement classique, au point même qu'en 68, quand je me promenais au milieu des groupes de manifestants, je me promenais, moi, en ce qui me concerne, t'es arrivé d'être pris manifestement pour un inspecteur des renseignements généraux. J'ai dû mon salut à la fuite un jour même. J'avais un imperméable mastic et je sentais que je détonnais dans le décor. Mais bon, voilà, c'était comme ça. À tel point que votre père vous a envoyé une voiture avec chauffeur. Voilà, il m'a envoyé, il m'a fait ramener Dardar. Bon, après, je suis allé travailler un peu en province. Dardar à la maison, dans l'Allier, hein. C'était dans l'Allier à crois. l'époque. Ouais. Ouais. Et si on remonte encore plus loin dans le temps, est-ce que vous arrivez-vous à déterminer à quel moment, peut-être de l'enfance déjà, ce goût de la justice vous est venu? Vous arrivez à remonter assez loin comme ça? Non. Non, je ne sais pas pourquoi un jour j'ai quitté le lycée, j'étais à Montluçon, à une heure où j'aurais dû être en cours, bien sûr, parce que j'avais repéré que c'était le jour du tribunal correctionnel. Donc je suis rentré, j'ai poussé la porte du palais, et puis j'ai regardé. Mes parents connaissaient un avocat que j'aimais bien, et je me suis dit, je vais aller l'écouter. Dans le premier temps, celui qui m'a le plus intéressé, c'était l'avocat. Je trouvais même le procureur assez nul. Puis j'ai pris l'habitude d'y revenir. Voilà. Puis je me suis découvert cette vocation pour la justice. Une vocation aussi pour le décorum, parce que c'est quand même une pièce de théâtre, un petit peu le... C'est pas ce que je préfère. Oui, ah d'accord. Parce qu'il y a des habits, il y a des acteurs, oui, mais il y a là, j'ai une pas mise en scène. Je ne crois pas avoir été perméable au chiffon. Enfin, peut-être pas consciemment en tous les cas. Mais j'ai aimé ce qui se disait, ce qui faisait, ce qui s'y passait. C'était la vie, en réalité. Une salle d'audience... C'est la partie tragique de la vie, quand même. Oui. On dit rarement des choses joyeuses dans une salle d'audience. On peut y dire des choses drôles, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Non, je n'y vais pas dans une astreinte mortelle quand j'y vais. Pas pour y rire non plus. On ne peut pas rire au nez des gens qu'on va faire condamner, qu'on condamne. Mais c'est pas si triste.
Mais bon, c'est quand même un certain aspect de la vie que vous découvriez, tout jeune encore, dans ces salles d'audience. Oh, j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, donc la vie, on la trouve aussi dans les livres, quelquefois. Pas seulement dans les livres, mais elle existe là. Et puis, mais voir les gens, ils ne sont pas très loin en réalité quand on a une salle d'audience. Non, je ne sais pas ce qui m'a déterminé à ce moment-là. Si, peut-être cette évidence que c'était pas un cimetière, une salle d'audience. Il s'y passait des choses, des gens y vivaient. Ils pouvaient revivre en sortant. C'est pas un mouroir. Voir renaître, même après un acquittement ou que sais-je, quoi. Et est-ce qu'on peut s'intéresser 2 secondes au petit garçon que vous étiez? Vous étiez quel genre de petit enfant, en fait? Plutôt sage. 6-7 ans. Sage? Ah oui, oui. Ah ouais. Pourquoi j'ai du mal à vous croire? Peut-être parce que j'ai beaucoup changé. Mais non, j'étais 7-8 ans. J'ai dû rentrer au collège. J'avais 7-8 ans à peu près. À Tismons, dans la région parisienne. Au collège? En général, on rentre au collège en 11-12 ans, non? En 6e? Non, j'y suis rentré en... primaire. Ah oui, vous étiez précoce? En 8e. D'accord. Ah oui, en 8e. Je suis rentré en 8e. On disait comme ça à l'époque. Ouais. Ah oui, mais pardon. Oui, mais c'est vrai. Mais moi, je ne saurais pas traduire en plus. Bien qu'ayant eu des enfants. Ça doit correspondre au CM1 actuel, je pense, quelque chose comme ça. Donc j'y suis rentré très vite, très tôt. Bon élève? Oui. Oui, honnêtement, j'avais des premiers prix. Heureux en classe. J'étais un bon élève, je servais la messe, je distribuais le chocolat aux récréations. Non, je crois que de ce point de vue-là, je ne donnais pas beaucoup de soucis autour de moi. Et peut-être même, est-ce pour cela que le préfet de la division des minimes avait imaginé que je pourrais être prêtre. Ah, et ça a été une question pour vous? Non, je n'avais pas de vocation particulière. Ma mère lui a fait une réponse quand le préfet lui en a parlé. Elle lui a dit, écoutez mon père, un bon prêtre ou un bon voleur, l'essentiel c'est qu'il soit bon. Puis on serait passé d'une robe noire à une soutane noire. On n'était pas très loin, on parlait chiffon tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière cette robe noire que vous portez dans la salle d'audience? Est-ce qu'elle symbolise quelque chose? Est-ce que cet habit symbolise quelque chose? Ah oui, très clairement. C'est très incommode à porter. Je le dis à l'écran de je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bon, en essayez une un jour, vous sauriez. On se prend les pieds dedans, c'est une horreur, mais bon. Mais pour les gens qui sont là, qui viennent devant nous, c'est la signification que la justice, si elle a un visage, n'a pas de préférence. Ça nous protège. Pas la couleur de ma cravate, ou oui, un petit bout éventuellement, mais... Ça vous protège de quoi? De nous-mêmes. C'est-à-dire que l'habit fait le moine, entre guillemets, enfin l'habit fait le procureur, c'est qu'en revêtant cette robe noire, je ne sais pas, il y a de l'hermine aussi ou pas, non? Oui, un petit bout d'hermine. En revêtant ce costume-là, vous devenez le procureur ou c'est quoi? C'est l'image même de l'indépendance de la justice. Ce n'est pas X ou Y qui va vous juger, c'est la justice. Alors pour certains, c'est plutôt une armure qui vous protège des autres. Je ne le vis pas comme ça. Ma robe protège les autres de moi-même. C'est une recherche d'indépendance qui est fondamentale. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de cette indépendance. Mais l'indépendance vis-à-vis du politique, c'est quasiment rien. Il suffit de dire non. L'indépendance vis-à-vis de soi-même, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus exigeant, terrible. Parce que, voilà, je suis né dans un milieu, j'ai grandi dans un milieu, pas de problème d'argent. Bourgeoisie de province, on va dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que ce que je suis doit passer dans mes décisions? Non. Je crois que l'indépendance, c'est ça. Il faut faire passer la justice, pas l'homme que je suis. C'est pour ça que ce qu'on pense de moi, par ailleurs, je ne vais pas dire m'est indifférent, perd la rigueur, quand les gens vous rencontrent, ils disent mais finalement, vous n'êtes pas comme j'imaginais. C'est vrai que c'est souvent quand on vous rencontre, c'est la première réflexion que les gens disent. Vous êtes beaucoup plus chaleureux que ce qu'on imagine quand on vous voit en photo, quand on vous a pu vous voir dans la presse. Oui, mais je ne peux pas prendre les délinquants sur mes genoux pour leur manifester ma tendresse, quand même. Ça, c'est à vous de voir, monsieur le procureur. Le but n'est pas là. Le but est de leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas admissible et que surtout, il ne faut pas qu'ils recommencent.
Voilà, c'est d'abord ça, ce que je veux faire. Alors évidemment, si vous commencez à être jovial et souriant, bon, c'est sympathique autour d'une table. Mais quand je suis dans mes fonctions, ou même quand je suis dans l'apparence de mes fonctions, beaucoup plus compliqué. Et juste pure curiosité chiffon, une fois de plus, l'hermine, ça signifie quoi au juste? Oh, c'est l'histoire du costume des magistrats par rapport au roi de France. Nos costumes sont un peu inspirés, dit-on, du costume des rois de France. C'est peut-être pour ça que j'ai demandé à ma femme de changer le petit bout d'hermine qui est au bout de mon épitoge pour un morceau de vison rose. Mais personne ne le sait. Enfin maintenant, Ça y est, maintenant on le sait. certains vont le savoir. Non, mais ça me permet que quand je suis à l'audience, j'y vais rarement de plus en plus, hélas, me permet de me caresser la figure avec quelque chose d'un petit peu doux. On va tout savoir. C'est un doudou en fait. C'est fait pour ça. C'est un doudou. C'est une sorte de doudou, mais enfin, c'est pas un doudou du quotidien, c'est un doudou de l'audience. C'est stressant un peu une audience, vous savez. Parfois, il faut se retenir pour ne pas, pas pleurer avec les gens qu'on fait condamner, mais ils ont parfois des histoires affreuses. On se dit, mais oui, je suis obligé de le faire condamner, mais mon Dieu, non pas que de raison il avait de le commettre, le fait que je le reproche, mais que d'explications au fait qu'il l'ait commis. On peut condamner avec humanité? On doit condamner avec humanité. En tout cas, ça ne peut pas être un plaisir. Et comment ça se passe après, une fois qu'une personne a été condamnée? Est-ce que on ne connaît pas bien les rouages de la justice? Je pense d'ailleurs que les Français connaissent assez mal leur justice. Et hélas. L'aiment-ils? Quand on connaît mal, en général, on aime mal aussi. Hein, réagissez déjà sur ça. Je vous poserai ma question après. Oh, nos contemporains, même dans la justice, c'est à quoi elle peut leur servir. Il y a une fonction très utilitaire. Ce que je leur dis souvent, vous aimez la justice vraiment? Eh bien, si vous l'aimez encore quand elle vous aura condamné, c'est que vous l'aimiez vraiment. Mais ça, c'est une situation que je n'ai pas encore vraiment trouvée. En réalité, j'ai fait condamner pas mal de gens dans ma vie professionnelle, mais quand je les retrouve à la maison d'arrêt parce que j'y vais... Ah voilà, c'est ma question. C'était est-ce que vous les voyez après? Voilà. Je vais à la maison d'arrêt parce que ça fait partie de mes attributions, la surveillance des gens qui sont détenus, comme la surveillance des malades hospitalisés en psychiatrie, garant des libertés fondamentales, disais-je. Les détenus sont plutôt sympathiques. Vraiment étonnant. Ah, vous aviez pas tort. Oh, là, vous avez été un peu dur. Il y a un côté acteur qui a quitté le plateau. On se parle, mais à égalité. Je veux dire, c'est un détenu, je suis le procureur. Mais voilà, il y a un rapport qui s'est instauré souvent. Peut-être parce que j'essaye, en espérant y parvenir le plus souvent, de ne pas humilier les gens que je fais condamner. C'est ça qui est le plus dur dans l'exercice judiciaire. Respecter celui qu'on va faire condamner. Et parfois, vous savez, les condamnés aspirent plus de respect que des victimes qui essaient d'abuser de la situation, d'en profiter. Alors, j'aime mieux ce qui est juste. Les hommes et les femmes, dans leur vérité, même condamnables, me paraissent parfois plus respectables. Vous avez fait de la prison, vous? J'ai fait de la prison. À quoi fait-elle allusion? À 10 minutes que vous avez passé dans une cellule, et au bout de 10 minutes, vous avez commencé à taper des pieds dans la porte, en fait, tellement c'était oppressant. J'ai passé un mois, quand j'étais à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. On nous accordait de bien longues vacances, je trouvais, et je sortais d'un service assez actif. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me permette d'aller passer un mois dans une maison centrale à Ensisheim. Ça ne se fait pas comme ça, hein, il faut des autorisations. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a fallu que le gouvernement change, je crois, parce que, bon, enfin voilà. Vous comprenez pas, moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était quelque chose qui les affolait tant. L'idée qu'un jeune magistrat, même pas, j'étais auditeur de justice, donc en formation, veuille passer un mois dans une centrale. Surtout que vous l'aviez déjà fait, mais du bon côté des choses. On vous avait montré des détenus modèles, on vous avait montré une prison qui allait bien, avec des repas qui n'étaient pas trop mauvais. 8 jours en groupe, on nous avait montré comme détenus modèles. Pardon. On vous avait montré vraiment une partie sympa, entre guillemets, des prisons. On nous avait montré, je me souviens, l'un de ceux qui avait ravi, c'est le mot, mais pas dans ce sens-là, Madame Dassault.
quand Avec Madame l'avait Dassault enlevé. avait été enlevée, l'un des ravisseurs était là, il s'appelait Casanova, tant que je me souvienne. Oui, c'est ça. On nous l'a montré dans une cellule en train de faire des mirlitons, des choses pour les fêtes, c'est des serpentins, je ne sais pas quoi, et des chapeaux. Il était là, bonasse, un petit peu. Alors on nous le montrait parce que c'était le détenu modèle, c'était une espèce de caïd, présenté comme tel en tous les cas, mais maté, allais-je dire. Regardez comme la prison a su transformer cet homme-là. Et vous vous êtes douté qu'il y avait quelque chose comme derrière qui n'était pas tout à fait juste, bon, quoi. je crois qu'on n'était pas tous dupes, donc j'ai demandé à y retourner. Et ça a été un peu difficile parfois, avec des mesures de rétorsion. Je me suis retrouvé un jour dans une cellule. Le directeur m'avait dit, mais un tel veut vous voir. Et j'ai compris assez rapidement que le un tel, c'était quelqu'un d'un peu dangereux. Donc je me suis retrouvé vraiment le dos au mur, en essayant de ne pas prononcer de mots qui pourraient le faire sortir de ses gonds. Et je l'ai senti passer douloureusement. Et donc, puis un jour, comme ça, je me suis retrouvé coincé dans une cellule, enfermé à clé. Et il a fallu 10 bonnes minutes pour qu'on vienne m'ouvrir. Et c'est vrai que j'ai donné des coups de pied dans les portes. Le sentiment d'enfermement est quelque chose de très fort. Et quand on me dit qu'il faut les mettre en prison... Vous repensez à ces 10 minutes-là? Oui, souvent, parce que je me dis qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, quand on interroge vos amis pour apprendre à connaître l'homme plus que le procureur, on nous dit que vous ne manquez pas de courage, hein, même de courage physique, courage moral. On a pu s'en rendre compte au fur et à mesure des affaires qu'on vous a vu traiter, mais de courage physique aussi. Donc on imagine encore plus, quand on se dit qu'on a affaire à un homme courageux, ce qu'on peut être ces 10 minutes, avec les quelques mots que vous en dites. Oui, mais là, il ne fallait pas de courage, c'était de l'agacement. Et puis, ce que je leur ai dit, quand ils m'ont enfin ouvert la porte, vous imaginez, il y aurait eu l'un de nous deux se suicidait, se vidait de son sang, il avait le temps. Donc, ce n'était pas acceptable. Il y avait un peu de malice, manifestement. Mais après tout, ils m'ont rendu service. Je ne peux pas leur en vouloir de cette malice-là. M'a appris même 10 minutes dans une vie, c'est pas beaucoup. 10 minutes, ce que c'est qu'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir jouir de la liberté. Et ça, j'aimerais bien que mes contemporains comprennent ce que c'est. Et ils ont la prison à la bouche, avec une facilité déconcertante. Mais encore récemment, j'ai des parlementaires assez sécuritaires dans mon ressort. Et j'ai suggéré à l'un d'eux d'aller visiter la maison d'arrêt. Et quand il en est sorti, je lui ai dit, alors, vous en pensez quoi? Il dit, oh, c'est beaucoup mieux que ce que je croyais. Bon, voilà. Il faudrait un stage d'une semaine. L'effet inverse. Ouais, l'effet inverse, malheureusement. Nous, on a souvent tendance, quand on pense à Éric de Montgolfier, on a souvent tendance à tout de suite à associer à l'affaire, j'allais dire Tapie, et l'affaire OM Valenciennes. Oui. Mais je me dis que c'est peut-être pas l'affaire qui a le plus compté pour vous. Quelle est l'affaire qui a le plus compté, quelle qu'en soit la raison finalement? Alors, d'abord, ça m'agace prodigieusement qu'on me réduise à l'affaire OMVA. Donc, c'est celle qui vous a fait connaître aussi. Oui, parce qui m'a permis d'avoir une parole plus publique et d'être plus écouté. Entendu, je ne sais pas, mais au moins écouté. Non, il y en a une autre, il y en a d'autres, il y en a bien des autres qui étaient plus symboliques. Peut-être moins connue, mais plus symbolique? Oui, il y en a une qui n'a pas été très connue en dehors de la Savoie où j'étais procureur à Chambéry. C'est l'affaire des thermes d'Aix-les-Bains, dont on s'est rendu compte que les eaux étaient polluées, compte tenu de la tranche d'âge des gens qui y venaient, il y avait un danger. Donc j'ai proposé qu'on rénove les thermes, moyennant quoi j'étais prêt à laisser tomber. Il y avait un préfet à l'époque qui était un préfet plutôt autoritaire, qui était le président du conseil d'administration. C'était les seuls termes nationaux de France appartenant à l'État. Donc, ça n'a pas marché comme ça. Le directeur des termes était un énarque, d'ailleurs charmant, mais bon, ils ont répondu à mon invitation en envoyant ce que je souhaitais, un courrier à tous les gens qui voulaient s'inscrire pour la saison suivante. Mais le courrier était si bien fait que c'était plutôt une incitation à venir et on ne parlait pas beaucoup de la légionelle qui infestait les eaux. Puisque c'est ainsi, j'ai ouvert une information. Aujourd'hui, quand je vois ce que sont devenus les termes d'Aix-les-Bains, je suis plutôt content parce qu'on les a effectivement rénovés et que les gens qui y vont sont hors de danger. Et pourquoi cette affaire-là vous a particulièrement marqué? Parce que c'est une affaire de santé publique? C'est moins superficiel que le football et que des matchs truqués? C'est pas tellement le côté santé publique qui est quasiment évident.
c'est aussi la dimension économique d'un dossier. Autour des termes, il y a des loueurs de meublés à Aix-les-Bains. Il y a un corps médical qui fait fortune dans le soin thermal. Voilà, il y a tout un ensemble d'intérêts. Quelques politiques me sont tombés sur le dos sur le thème, mais il va tout casser. L'un d'eux m'a même dit, est-ce que je vous serre la main? Sur quoi j'ai répondu, faites donc ce que vous voulez. Mais voyez, vous avez l'habitude que les politiques vous tombent sur le dos. Vous n'êtes plus à ça près. Non, mais là c'était... J'ai le sentiment, comme souvent d'ailleurs, de faire quelque chose de normal et de bien. C'est pour les autres, c'est pour la santé des autres. Et de penser que l'économique contraint à ce point, ça n'a pas été une révélation. Je venais de passer 8 ans au ministère de la Justice à m'occuper de la délinquance économique et financière, mais là, je le touchais vraiment du doigt. Vous l'avez vraiment senti réellement. Alors, vous savez, dans cette émission, on a un prêtre qui intervient pour poser des questions aux invités. Il est également moine de la communauté Saint-Jean. Il s'appelle le père Geoffroy-Marie. Et il a une question à vous poser à laquelle, ma foi, monsieur le procureur de la République, vous répondrez bien comme vous pourrez. Parce que les questions ne seront pas toujours évidentes. Alors, on va écouter le père Geoffroy-Marie. Bonjour Éric, vous êtes un homme intègre qui cherche à mener une vie droite, vous aimez la vérité et de par votre fonction, vous êtes au quotidien confronté à la pauvreté humaine, à la condition difficile de tant d'hommes qui volent, qui sont liés au mensonge. Et alors, spontanément, nous nous posons la question, croyez-vous encore en l'homme ? Y a-t-il toujours quelque chose de bon à découvrir au fond de l'homme? C'est une jolie question là, que vous pose le père Geoffroy-Marie, cette question tombée du ciel. Croyez-vous toujours en l'homme et y a-t-il toujours du bon en l'homme? Dans l'homme, il y a de tout. Je veux dire, c'est pas seulement ceux qui volent, ceux qui tuent. C'est chacun d'entre nous est pétri de la même pâte de ce point de vue-là. Je le crois, avec une facilité plus ou moins grande à faire émerger le bon et au détriment du pire. Est-ce que je crois en l'homme? Comment pourrais-je exercer mes fonctions sans y croire? Car en réalité, tous les combats judiciaires tendent à la rédemption. En réalité. S'il s'agit de sanctionner, d'écarter, je ne suis pas bien sûr qu'il faille être magistrat pour y parvenir. Ce serait une fonction comme une autre. Mais la mienne, celle que j'ai choisie, elle me porte vers cette rédemption. À chaque fois de me dire, mais je peux les changer. Tenez, Bernard Tapie, qui a fait ma gloire, semble-t-il. Bah oui. Vos échanges, en tout cas, et votre bataille. Bernard Tapie, l'intérêt de le poursuivre, l'intérêt de le conduire jusqu'à la prison, c'était pas qu'il recommence la même chose en sortant. C'était qu'il soit différent, parce qu'il y avait des qualités, parce qu'il y a des qualités en lui. Et que ces qualités, j'espérais que le passage judiciaire lui permettrait de les exprimer davantage. Oui, c'est le crédit que je lui faisais, comme je le fais à la plupart des gens que je rencontre. Dans votre réquisitoire, d'ailleurs, vous avez fait un portrait assez nuancé de lui. Vous vouliez mettre aussi en avant ses qualités, et pas juste l'écraser en disant « il est comme ci, il est comme ça ». Mais c'est moins ces agissements que je lui reprochais qu'une insuffisante exploitation de ses qualités. Voilà. Réalité. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. On ne peut pas marteler la sanction comme on le fait dans ce pays. Je trouve que cette politique sécuritaire dont on nous abreuve est malsaine de ce point de vue-là, parce qu'elle ne tient pas compte des qualités humaines. Elle est faite pour répondre à un besoin, et un besoin d'opinion publique souvent, et elle ne tient pas compte de l'individu. Ah, Dieu sait que l'opinion publique, vous ne l'aimez pas beaucoup. Hein. Vous dites même, c'est quoi votre phrase, cette putain qui tire le juge par la... Pardon. Hein, c'est pas de moi, c'est le juge par formule. La manche. Cette prostituée qui tire le juge par la manche. Oui, mais je maintiens l'expression. Elle n'est pas de moi. Je ne sais plus trop de qui elle est d'ailleurs. Mais en tout cas, vous la faites vôtre. Je la fais mienne parce que c'est une évidence. Voilà, l'homme est au cœur du système judiciaire. On ne peut pas passer son temps à l'en écarter. Est-ce que votre foi en Dieu, hein, que vous n'avez jamais cachée, est-ce que ça irrigue votre manière d'être procureur? Est-ce que voilà,
Inconsciemment, certainement. Mais ma manière d'être un homme aussi. Mais pas consciemment. Vous n'irez pas, par exemple, prier pour quelqu'un que vous allez être amené à rencontrer dans une salle d'audience. Ça ne s'opère pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas une séparation totale entre l'homme et la fonction, c'est clair. Mais je crois que l'éducation que j'ai reçue, religieuse aussi, la foi, contribue à faire de moi ce que je suis dans ma vie professionnelle. Et vous arrivez à voir le Christ dans chaque homme que vous rencontrez, hein. On est appelé à ça en tant que chrétien, c'est quand même pas un exercice très facile. D'autant plus pour vous qui êtes confronté à des gens qui a priori ont fait le mal quelque part. Vous arrivez quand même à extirper ce visage du Christ. Je suis à peu près certain que j'y vois l'espoir à chaque fois. Ouais. Voilà, cette formule horrible qui tente à dire qu'il y a des gens pour lesquels on ne peut rien faire est insupportable. Elle est déshumanisée. Vraiment, je ne peux pas le comprendre. Et chrétien ou pas chrétien, d'ailleurs. Ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'humanité. Tant mieux si la foi transcende l'humanité. Quelles sont les valeurs? Vous avez 3 filles, mais on va quand même repréciser, vous avez eu 5 enfants, vous avez eu le malheur de perdre 2 enfants, l'un en bas âge, l'autre en bas âge aussi. En bas âge aussi, qui était en plus malade par de surcroît. Mais il y a 3 filles. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur inculquer comme valeur à ces 3 filles qui sont un peu grandes aujourd'hui? Peut-on inculquer à ces enfants autre chose que la valeur de l'exemple? Je ne sais pas, à vous de me dire. Moi, je crois que oui. Voilà, j'ai essayé d'abord d'être un père attentif, aimant, de leur dire. C'est important de dire à ses enfants qu'on les aime. Oui, il paraît que c'est assez récent quand même chez vous d'exprimer vraiment votre amour. Qu'il y a eu un passage à la 50aine où d'un seul coup vous êtes mis à dire des choses que vous ne disiez pas forcément avant. Peut-être aussi. Mais il est vrai qu'à mes enfants, depuis que je les ai, je leur ai toujours dit que je les aimais. Je crois que c'est le meilleur support qu'on puisse leur offrir. Et puis ensuite, d'être ce que l'on est. Oui, la table de famille est un endroit où l'on se raconte des choses. Moi, je raconte volontiers mes journées, ce que j'ai vu, ce que j'ai rencontré. J'ai l'impression que mes enfants me ressemblent. Hélas, peut-être. Il n'y en a pas une, d'ailleurs, qui est magistrate? Non, elles veulent devenir. Elles veulent devenir. Je crains, je lui ai suggéré de changer de nom, mais elle n'a pas voulu. D'accord. Et ces 2 petits êtres qui sont partis trop tôt, est-ce qu'ils sont encore présents dans la famille? Est-ce qu'ils viennent quand même irriguer les conversations? Oui. Tout le temps. J'ai d'ailleurs beaucoup de peine à dire que je n'ai que 3 ans. Quand on m'interroge combien d'enfants, Bah oui. et dire 3, on a l'impression d'en écarter 2. Donc on le dit, si douloureux que ce soit. C'est forcément toujours douloureux. On a le droit de dire leur prénom à ces 2 petits-enfants? Charlotte, Thibault. Charlotte et Thibault. On a vraiment une très très grosse pensée pour eux parce qu'ils sont sûrement là avec nous en ce moment. Je vais changer complètement de sujet. Je vais aborder un sujet très très grave. Vous n'avez pas la Légion d'honneur, Éric de Montgolfier. Non. C'est un drame là qui se joue. Vous ne semblez pas beaucoup la regretter parce que vous n'êtes pas très accroché à ce genre de petites décorations. Je crois que j'aurais un peu de peine à associer ça à mes cravates. Ah, c'est juste parce que ça concorde mal avec les cravates. Je me disais bien. Toujours embêté. Je me suis dit non. Ça, c'est flatteur, les jours d'honneur. Il y a tellement de gens qui l'ont peut-être mérité. D'ailleurs, ça arrive. Alors vous avez autre chose. J'ai découvert que vous aviez une décoration que je ne connaissais pas, que vous avez reçue des mains de la princesse Astrid de Belgique, qui est le prix de la fondation du Forum de Crans-Montana. C'est en Suisse. Alors pour vous expliquer rapidement, c'est un prix qui est décerné depuis 1989 et qui est décerné aux grands acteurs modernes de la paix, avec un P majuscule, de la liberté et de la démocratie. Il regroupe des hommes et des femmes au mérite imminent, issus de tous les domaines de responsabilité, quels qu'ils soient. Voilà, et qu'on a envie de récompenser pour ça. Ça ne fait pas un peu plaisir de recevoir une récompense un peu inconnue, enfin en tout cas que nous on ne connaît pas, mais alors qu'elle a l'air chargée de sens, alors que la Légion d'honneur, on a peut-être un petit peu perdu? Oui, vous savez, les distinctions, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, je me demande qu'elles ont tendance à récompenser celui qui les remet ou celui qui les reçoit. Donc, vous pensez que ceux qui distinguent se font un peu de publicité sur le dos de ceux qu'ils ont distingués? Oui, d'accord. Oui. En même temps que j'ai reçu ce prix, il y avait le président des États-Unis,
L'actuel, vous voulez dire? L'actuel. Barack Obama, oui. Barack Obama, il y avait le Premier ministre turc, Ramayad, il y a 5 ou 6, je crois, c'était divers. Qui recevait la même récompense? Tout à fait, oui. D'accord. Mais Donc vous relativisez? On peut, je crois qu'on on doit les récompenses de toute façon. Il me semble que nous sommes mortels les uns et les autres. Alors, s'encombrer de rubans, je vois que ça fait plaisir. J'ai des amis qui aiment ça. Je ne dis pas que ça me désole. Bon, mais Vous n'êtes pas dupe, on peut dire ça comme ça. surtout, j'espère qu'ils ne le sont pas. Mais je crains qu'ils ne le soient. Alors revenons à des valeurs un peu plus fondamentales. Qu'est-ce que vous inspire la parabole des talents? C'est une parabole que vous avez dû méditer à votre niveau, j'imagine. Ça, c'est un fondement. Je veux dire, c'est tout ce à quoi je crois d'essentiel, ce qu'on a reçu et ce qu'on doit rendre. Et souvent, je l'évoque, y compris pour des non-chrétiens même, parce que c'est quelque chose qui baigne l'humanité. En tous les cas, si l'on a un peu le sens de la collectivité, si on accepte cette idée qu'on ne vit pas seul, on ne vit pas pour soi, et qu'on vit forcément aussi pour les autres. Alors, aux autres, tout le monde n'a pas reçu les mêmes. Si vous en avez reçu, vous devez les rendre, les restituer au centuple, plus, si vous pouvez. Il y a, votre nom est connu, hein, Éric de Montgolfier. Il y a quelques générations avant vous, il y a eu des Montgolfiers très connus aussi, puisqu'on leur doit la Montgolfière. Vous êtes apparenté à ces gens-là. C'était, attendez, j'avais noté la date, 1732, non, quelque chose comme ça? 83. 1783. C'était juste pour vous tester. vous filez une métaphore, vous, par rapport à ces inventeurs de la montgolfière qui ont su s'élever dans les airs et votre métier qui vous oblige un peu à être au-dessus de la mêlée. Là, c'est plus du rugby, ça, la mêlée. Mais qui vous oblige un petit peu comme ça à prendre de la hauteur, quand même. Ça inspire les caricaturistes, en général. Ouais. Oui, il y en a eu quelques-unes d'assez drôles. Mais non, oui, je ne suis pas malheureux de ses ancêtres, même si ce n'est pas les ancêtres directs, mais je pense à l'événement que ce fut à l'époque. Après, non. Non. Vous n'êtes pas indirigeable, comme j'avais pu lire ça dans un article. Voilà, c'est ça, je pensais à cette caricature. Vous pensiez à ça aussi? Non, vous n'êtes pas cet homme-là. Si je vous dis, alors attention, c'est du latin, hein, préparez-vous. Timéo Danaos et Dona Ferentes. Ça vous parle? Oui. Ça vous parle parce que, enfin, c'est de vous, c'est plus ou moins de vous. En tout cas, vous l'avez repris à votre compte. Vous pouvez nous le traduire approximativement, qu'on sache de quoi on parle? Je crains les Grecs et ceux qui portent des présents. Alors, on va peut-être remettre cette phrase dans son contexte. En clair, je me méfie des cadeaux. Voilà. Ça, c'était le cheval de Troie qui rentre. C'est l'Énéide, hein, il me semble que c'est Virgile. C'est un vers de Virgile. Oui, non, moi, je me méfie. J'ai dû le citer dans une audience de rentrée un jour. Oui, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Les gens trop aimables, tout prêts à vous servir. Et en fait, vous découvrez assez vite que souvent, ils sont surtout prêts à se servir. Vous arrivez à faire la part des choses, enfin, avec l'expérience sans doute? Non. Ah non, vous n'y arrivez toujours pas? Non, parce que j'aime les gens assez facilement. J'aime les gens. Pas facilement, n'exagérons pas non plus. Mais il y a une bienveillance première, en tout cas. Oui, je ne cherche pas le mauvais côté des gens. Quand il vient, hélas, je le trouve. Donc, parfois, c'est cruel, décevant, etc. Parfois, non. Alors, je me méfie, certes. Vous savez, les gens, souvent, on les voit venir. Souvent. Pas toujours, mais souvent, on les voit venir. Et je dis, en général, autour de moi, à mes collègues, attention, demandez-vous d'abord, qui aime-t-on vraiment? Vous ou votre fonction? Si vous n'êtes pas certain que ce ne soit pas vous, prenez garde. Nos fonctions sont attractives, vous savez, pour un PV ou des petites choses comme ça. Pour une somme finalement minime, tellement de gens accepteraient de vendre leur âme. Alors, je suis là au bout de la chaîne. Et quoi que je dise, quoi que je répète, en arrivant à Nice, j'avais dit je n'ai pas la reconnaissance du ventre. C'était mon Timéo Danaos en langage vernaculaire. Ça, c'était quand on vous avait plus ou moins offert votre repas dans un restaurant, parce qu'on vous avait reconnu. Oui, c'est tout de suite. Hein. Voilà. Ça n'a pas empêché les tentatives. Hein. Mais bon.
Et si je vous dis, alors ça c'est un vieil adage, fort avec les faibles, faible avec les forts. Ça c'est une phrase aussi que vous aimez, sur laquelle vous aimez vous appuyer en tout cas. Oui, c'est ce que je reproche d'ailleurs beaucoup au système judiciaire. C'est tellement facile d'accabler des gens qui n'ont aucune défense, de s'en prendre à tous les plus pauvres, les plus démunis, et puis dès qu'arrive, je ne sais pas moi, quelqu'un de fortuné, un élu, une personne de pouvoir, là je sens les réticences, les craintes. Je les stigmatise d'autant plus que je les ai eus quand j'étais jeune magistrat. Parce que je dis toujours, la première fois c'est la plus difficile. La première signature sur un réquisitoire contre un puissant, et puis après vous voyez finalement que c'est pas plus compliqué de signer contre l'un que contre l'autre. Alors autant faire que la justice soit égale pour tous. En 2007, vous aviez enfin, j'allais dire, écrit le livre que pas mal d'éditeurs vous réclamaient parce que vous étiez exposé médiatiquement, que vous aviez peut-être des choses à faire entendre. Et vous avez fini par le faire chez Michel Lafon. Ça s'appelle « Le devoir de déplaire ». Vous faites le lien avec ce que j'ai dit en intro. J'ai parlé du devoir de déplaire. C'est un titre qui vous colle bien à la peau. Il faut accepter ce devoir de déplaire. On n'a pas accepté un devoir, on doit s'y soumettre. C'est le devoir du procureur de la République de déplaire? Oui, si vous cherchez à plaire, bon, bien sûr, vous finirez par en, comment dirais-je, en tirer le profit. Mais c'est pas ça pourquoi nous l'avons choisi, je pense. C'est pas pour ça que je l'ai choisi, ce métier. Il me contraint, bien sûr, à être désagréable avec des tas de gens, y compris des gens qui seraient tout prêts à me vouloir du bien et peut-être à m'en faire. Mais il vaut mieux écouter son devoir que ses intérêts. Rendre des arrêts plutôt que rendre des services, dites-vous dans ce livre notamment. Ce qui vous vaut peut-être de n'être encore aujourd'hui, même si c'est déjà un beau poste, mais oui, c'est déjà un beau poste. Procureur de la République, alors qu'on aurait pu s'attendre à une évolution de carrière un peu plus fulgurante. D'ailleurs, on vous prédisait une carrière fulgurante. Oui, il faut se méfier des prédictions. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas de regrets. Je n'ai un regret que pour ma famille. Je ne voudrais pas qu'ils me considèrent comme un raté, mais ils me rassurent. Qu'est-ce que votre carrière doit à votre épouse, Elisabeth? Le fait d'être présente tout le temps, et d'abord qu'elle ait renoncé à la sienne pour nos enfants, puisqu'elle était avocate quand je l'ai épousée. Ce n'était pas très compatible avec mes fonctions. Donc, nous avons eu nos 5 enfants, et voilà, elle s'est consacrée à eux, elle les a élevés. Et jamais je n'aurais pu faire ce que j'ai fait si elle n'avait été présente à la maison, présente auprès des enfants, présente auprès de moi. Alors dans ce livre, il y a des choses très intéressantes, et notamment à un moment, vous parlez des valeurs, et vous mettez en parallèle humilité et modestie, en disant qu'à choisir, l'humilité me semble de loin préférable à la modestie, laquelle possède la capacité de se travestir. On peut être humble dans le métier que vous faites, parce que le procureur de la République, c'est un personnage important. Au moment de l'audience, c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on entend beaucoup, qui a un sacré poids. Comment vous travaillez cette humilité? En se disant aussi souvent qu'on le peut, et si j'avais tort. Et c'est ça l'humilité pour moi. C'est la modestie, dans l'apparence, je n'y crois pas vraiment. J'ai tellement vu de faux modestes. Des faux semblants, quoi. Des masques. Des masques, que des masques. Derrière, il y avait bien autre chose. Non, c'est l'humilité du travail du magistrat, où quelle est la vérité à laquelle on prétend? La vérité des hommes, ça, pas plus. La vérité judiciaire, une vérité relative. Il faut s'astreindre à se dire que on se trompe peut-être. Je crois qu'il est coupable, et s'il était innocent? Donc il m'arrive de prendre des dossiers, de les reposer sur un coin de mon bureau, après me mettre à cheminer vers une décision, reprendre le dossier quelque temps après, prendre la décision inverse. L'erreur que l'on fait aujourd'hui, c'est de considérer que la justice est un exercice mathématique. C'est pas vrai. On ne sait jamais où on va. Et quand on nous reproche de ne pas avoir prévu que quelque chose allait arriver, alors c'est qu'on n'a rien compris, non seulement à la justice, mais à l'homme. Et quelle analyse faites-vous de l'erreur dans votre métier? Elle est là tout le temps, elle rôde. Tout le temps, mais je veux dire, il faut si peu de choses pour basculer dans l'erreur. Un sourire qui vous déplaît, une figure qui vous déplaît. Vous êtes en face de quelqu'un, et
ça n'accroche pas, au contraire, il y a une forme de répulsion. Bon, il faut lutter contre ça, sinon l'erreur, elle vous agrippe constamment. Nous sommes rien, je veux dire, nous ne sommes pas faits d'une pâte différente de celle de ceux qui sont en face. C'est la même. Et là, il faut se dire, mais finalement, on devrait se poser constamment la question de cette légitimité. Je dis parfois à mes collègues qui n'apprécient pas tous que ça procède un peu de la maladie mentale de vouloir juger les autres. Oui. Ah, vous n'êtes pas tendre avec vous-même alors? Mais je n'ai pas de raison de l'être. Est-ce que je le suis davantage avec les autres? Non. Bon, voilà. Donc je peux m'offrir aussi de temps en temps, sinon le luxe, au moins le devoir de me déplaire. Et de me dire, mais pourquoi j'ai choisi? Juger les autres. Quelle drôle d'idée, quelle prétention incroyable. Je peux au moins parler d'humilité. Vos amis vous ont associé à deux personnages, l'un historique, l'autre de fiction. Je voudrais vous soumettre ces personnages et vous faire réagir. Alors, il y en a un qui tout de suite m'a dit oh, il a un côté Robespierre. Vous prenez comment cette comparaison? Alors rassurez-vous, il ne parlait pas du physique, hein, on parlait bien du personnage en tant que tel. Je crois pouvoir identifier du coup. Mais non, je crois pas. Franchement, Dans le côté redresseur de tort, le côté justice à tout prix. Le côté aussi, l'homme à mettre toutes les têtes sous le couperet de la guillotine avant d'y mettre la sienne. Franchement, Robespierre ne sera jamais un modèle, jamais. Qu'il incarne une forme de rigueur, oui, mais de rigueur dans l'aigreur, c'est pas supportable. Il faut de la rigueur pour faire le métier. Mais il y a le côté, je crois aussi, l'homme d'honneur, l'homme de conviction, l'homme de courage. Il y a aussi ça derrière Robespierre. Oui, mais celui qui a dit Robespierre, je le connais suffisamment pour penser qu'il pouvait dire Robespierre. Il y en a un qui va se faire remonter les bretelles. Alors l'autre, de manière très très surprenante, c'est Merlin l'Enchanteur. Tiens, c'est drôle. C'est drôle, hein? Véhicule une image du bien, mais qui se bat seul contre tous et contre la modernité. Contre la modernité. Bah oui, dans ce qu'elle a d'envahissant. La justice est quelque chose d'assez traditionnel aussi, et la justice n'est pas un service public comme les autres. Et voilà, lui, ça lui a fait penser à Merlin l'Enchanteur. Je trouve ça tellement inattendu et joli que je voulais vous faire réagir dessus. C'est très beau, je le remercierai, parce que lui aussi, je vois qui est. Décidément. Mais non, c'est fou, parce que les images les images mentales hein, qu'on associe comme ça. Qu'on propage correspondent aussi à ce qu'on est quelquefois. Et, mais Merlin L'Enchanteur, oui, pourquoi pas, c'est un beau personnage de dessin animé, en tous les cas. Oui, j'aime assez. Oui, c'est vrai que je suis assez hostile. La modernité, je passe pour un ringard, du coup, mais c'est pas grave. C'est une fausse modernité de la justice, celle qui prétend s'incarner dans les chiffres. Vous savez, combien de dossiers, combien de poursuites, combien de classements, combien de gardes à vue. Un dossier, humain, une personne. Voilà. Et c'est ce que je dis à mes substituts en général. Vous n'avez pas affaire à des chiffres. Vous n'avez pas affaire à des groupes. Vous avez affaire à des individus. Donc, je refuse tous les systèmes imbéciles qu'on nous propose aujourd'hui, qui consistent à dire vous avez conduit sous l'empire d'un état d'ivresse jusqu'à 0,47 ans, au-delà 7 ans, c'est absurde. Il faut voir ce que chacun a fait, quand il l'a fait, comment il l'a fait et qui il est. Voilà. Mais alors la justice, sous l'invasion des contentieux dits de masse, est en train de perdre son âme. Et en perdant son âme, elle n'existe plus. Je vous propose pour la toute dernière question de partir loin des salles d'audience, loin de Nice peut-être, loin de votre bureau, peut-être loin de la justice, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. Si vous aviez une année sabbatique à prendre, avec interdiction de mettre les pieds dans une salle d'audience, on est bien d'accord, hein, vous feriez quoi de cette année de liberté, entre guillemets? Des voyages. Des voyages, avec une destination particulière? Avec ma femme, on a envie de... On n'est pas très attiré par les États-Unis, contrairement à beaucoup de gens. Oh, vous avez déjà rencontré Barack, tout va bien. On l'a rencontré, non. Il était à Washington quand j'étais à Bruxelles. Il n'est pas venu le chercher, le prix. Ah. Mais non, attendez, il y a aussi parfois du virtuel dans les prix. Et en tous les cas, voyager. Parce que ce n'est pas une chose qu'on ait beaucoup faite avec ma femme. On aime ça tous les deux. On a envie d'aller à Saint-Pétersbourg. On a envie de voir le monde. Mais le monde ancien, pas le nouveau monde. Celui qu'on appelle encore le nouveau monde.
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a en commun. Mais on a beaucoup vécu autour de nos enfants, autour de mon métier aussi, toutes ces années. Bon, voilà. Un peu d'oxygène, alors. Non, parce que ce serait dire qu'elle nous en est privée, et ça, c'est pas vrai. Mais voilà, elles sont grandes maintenant, elles sont lancées, elles commencent d'avoir leur vie, puisque j'attends, si j'ose dire, un deuxième petit-fils. Et voilà, on va se donner un peu de temps. Allez, j'ai encore une dernière question, parce que vous avez été concis. Qu'est-ce que vous diriez au petit Éric de Montgolfier, qui a 7-8 ans, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure? Qu'est-ce que l'adulte d'aujourd'hui aura envie de lui dire à ce petit garçon? Alors, je me dis parfois, parce qu'il y a autour de moi des gens que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui ont des qualités que je n'ai pas, et notamment une façon d'être qui leur permet d'être mieux acceptés. Ce poids de Père Larigueur, Robespierre maintenant, quelle horreur, me pèse. Et j'aimerais finalement, mais ça dépend beaucoup de moi aussi, que les gens aient un regard un peu plus paisible sur moi. Plus Merlin l'Enchanteur, alors. Oui, non, bon, hier j'étais dans une réception, il y avait des maçons, et ils voient en moi le pourfendeur des maçons, ça me fatiguait un peu. Alors, je me dis que j'ai dû lui manquer de nuances parfois dans l'affichage de mes idées, de mes convictions. Et j'envie un peu ceux qui autour de moi ont cette capacité, qui ont des qualités fortes. Et en même temps, je dis souvent à un de mes vice-procureurs que j'aime bien, le côté bon camarade. Mais pourquoi pas? Alors je me dis peut-être que j'ai un peu raté ça. Et est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas aussi se vendre d'une manière ou d'une autre? Ce que je leur offre, c'est ce que je suis. Bon, même si la caricature gomme une partie de l'image. Oui, ça, au moins, j'aurais offert ça aux gens que j'ai rencontrés, ce que je suis, mais pas un faux semblant. Merci beaucoup d'avoir été sincère pendant ces 52 minutes d'émission, Éric de Montgolfier. Et moi, je vais vous laisser sur une citation d'André Frossard. On a parlé de vérité dans cette émission. La citation, la voici. Pour le chrétien, la vérité est un être vivant, le plus vivant de tous ceux qui furent ou seront jamais. Elle porte un nom, celui du Christ. Méditez ça. Au revoir.